Bienvenue à toi sur Ciel, mon graphiste, le podcast qui aide les entrepreneurs à comprendre les rouages et autres subtilités réjouissantes de la communication visuelle. Moi, c'est Margot, graphiste illustratrice indépendante, engagée pour une communication raisonnée et authentique. Mon but, t'aider à être plus autonome dans ta communication et la rendre plus qualitative grâce à des conseils simples et faciles à mettre en pratique. Bonne écoute! Est-ce que tu sais quels éléments tu reçois de la part de ton graphiste quand tu fais créer ton logo ? Si je pose cette question et que j'en fais même un sujet de podcast, c'est que je me rends compte que beaucoup de personnes ne savent pas à quoi s'attendre ou en tout cas ne savent pas vraiment de quoi se compose une valise logo complète. Et je trouvais ça intéressant de détailler tout ça avec toi parce que si tu te poses la question de faire créer ton logo, ça peut t'aider à comprendre et comparer plus facilement les offres de prestataires pour faire le meilleur choix pour toi le moment venu. Et par la même occasion, comprendre l'intérêt de faire appel à un professionnel pour réaliser ton logo. On commencera donc par voir les différentes déclinaisons qu'il faut prévoir en termes de forme, de couleur, puis dans une deuxième partie, les différents formats d'exportation que ta valise doit comprendre pour permettre son utilisation sur tout support. Tu vas voir que mis bout à bout, ça fait un dossier bien plus complet et bien plus conséquent que ce à quoi tu peux t'attendre. D'où le titre de cet épisode, un brin provocateur, je l'avoue, tu ne te satisferas pas d'un logo en JPEG. Il faut savoir que quand tu fais réaliser un logo par un graphiste, tu ne reçois pas une seule version de ton logo, mais ton logo principal et ses déclinaisons. Pourquoi ? Tout simplement parce que le rôle d'un bon logo, c'est d'être compréhensible, simple et mémorable. Et pour que ça soit le cas sur tous les supports sur lesquels tu vas l'utiliser, on va prévoir des adaptations. Alors tout d'abord, sache qu'un graphiste travaille toujours un logo en noir avant de le passer à la couleur. Ça permet notamment de s'assurer qu'il fonctionne bien et qu'il reste efficace en monochrome. Parce qu'il y aura forcément des situations où tu ne pourras pas utiliser ton logo en couleur. Ton logo principal sera donc décliné en version noir sur fond blanc et en version blanc sur fond noir. Passé l'étape de création pure, ces différentes versions vont te servir pour l'impression sur des supports spéciaux, comme la broderie, l'impression 3D ou même la sérigraphie, mais aussi pour garantir l'intégrité de ton logo si tu sais qu'il sera imprimé en noir et blanc, par exemple quand tu imprimes sur une imprimante de bureau. De la même façon, si tu collabores avec d'autres marques ou entreprises, on peut te demander un logo monochrome pour pouvoir l'utiliser de façon plus homogène avec les autres. Donc là, le logo blanc ou le logo noir seront très pratiques. Ça peut être aussi utile pour une intégration sur une photo ou un fond de couleur. Outre les déclinaisons monochromes, le graphiste va prévoir différentes déclinaisons couleurs. En général, ton logo principal est sur fond blanc et donc on l'accompagnera de versions sur fond de couleur. Celle de la palette principale de ton identité par exemple. Ensuite, ton logo principal va être décliné en différentes versions de format. S'il est créé sous une forme plutôt verticale, en hauteur, on va prévoir une déclinaison plus allongée ou vice-versa. On peut aussi, si c'est adapté en fonction du type de logo qu'on t'a créé, prévoir un pictogramme qui reprend l'essence du logo mais épuré au maximum. Ça par exemple, c'est très pratique pour le favicon de ton site. Le favicon, c'est la minuscule image qui s'affiche dans un onglet internet à côté du nom de la page qui est ouverte. Sans une déclinaison simplifiée prévue à cet effet, il y a de fortes chances que ton logo soit illisible en si petit. Et puis ces différentes versions, elles te permettent d'avoir le choix en fonction de l'usage que tu souhaites faire de ton logo. En fonction du type de support, de la taille de celui-ci ou de l'espace que tu as pour l'intégrer, tu vas pouvoir sélectionner la version de ton logo la plus adaptée pour qu'il reste lisible et mis en valeur. Par exemple, si tu souhaites intégrer ton logo dans le header de ton site internet, une version simplifiée et ou au format horizontal sera peut-être plus pertinente. A l'inverse, si tu souhaites l'utiliser pour une photo de profil sur un réseau social, un format plus carré ou arrondi sera beaucoup plus lisible car il n'aura pas besoin d'être trop réduit pour être intégré en entier. Donc voilà déjà quelques éléments sur lesquels porter ton intention quand tu veux faire créer ton logo. Je récapitule pour cette première partie. Ton logo doit pouvoir fonctionner en couleur et en noir et blanc, mais aussi disposer de déclinaisons adaptées en termes de forme si tu souhaites pouvoir l'utiliser de façon polyvalente sans perdre en lisibilité. Passons maintenant à la seconde partie, les formats sous lesquels ton logo doit être exporté et livré. Cette partie est faite directement référence au titre du podcast, encore une fois. Ça semble être du bon sens, mais en vrai, tant qu'on n'est pas familier avec les formats d'images et qu'on ne comprend pas lequel sert à quoi, on peut vite faire des erreurs. Parce que tous les formats ne se valent pas. On ne va donc pas utiliser n'importe lequel, n'importe quand. Chaque format d'image que tu trouveras dans ta valise logo permet en général de répondre à différents critères,
pour ce qui nous intéresse, ça va être en termes de résolution, c'est-à-dire la qualité et la définition de l'image, de poids de stockage, qui va influer sur le temps de chargement, notamment sur une page web, de taille, est-ce que cette taille est fixe ou bien est-ce que l'image peut être agrandie indéfiniment sans perdre en qualité, et de prise en charge de la transparence, donc c'est-à-dire la suppression de l'arrière-plan derrière ton logo ou derrière une image, un pictogramme par exemple. Pour ça, on va différencier les formats matriciels et les formats vectoriels. On commence par les images matricielles. Elles sont composées de points, donc les pixels, qui ont une taille définie et qui du coup ne peuvent pas être agrandis sans perdre en qualité. Néanmoins, ce format il reste très utile, donc on va te le fournir pour ton logo, généralement le format JPEG et le format PNG. L'avantage de ces deux formats, c'est que pour le premier, il est léger, il peut quand même être exporté en haute définition, donc c'est parfait pour l'utiliser quotidiennement sur des supports internes, sur des visuels de réseaux sociaux ou une présentation PowerPoint par exemple. Il peut aussi être compressé pour gagner en poids, donc c'est un avantage si tu veux l'intégrer sur une page de ton site web. Le PNG, lui, il permet une définition quand même un petit peu plus précise par rapport au JPEG, mais il peut être un petit peu plus lourd, notamment parce qu'il permet de supporter la transparence, donc c'est-à-dire la suppression du fond inutile autour d'un logo ou, comme je disais, d'une icône ou autre. Et ces deux formats, ils peuvent pas suffire pour permettre une utilisation optimale sur tous les supports. Et c'est là qu'entre en jeu le format vectoriel. Si un prestataire ne propose pas de livrer le format vectoriel de ton logo, passe ton chemin. Parce que tu vas être limité à un moment ou un autre sans ça. Et pourtant, je le dis, mais je rencontre beaucoup d'entreprises qui ne possèdent pas leur logo en vectoriel. Ou alors, qui l'ont perdu. Et ça, c'est aussi un point très important. Ta valise logo, tu la gardes en sécurité quelque part. Que ce soit sur un drive, que ce soit sur une clé USB, peu importe. Même si tu l'utilises pas tous les jours, parce qu'en général, tu vas, comme je te disais, reprendre les formats JPEG ou PNG qui te suffiront quotidiennement. Il faut vraiment ne pas perdre la trace de ce dossier qui est très important. Revenons à nos moutons. Quand je dis que le JPEG n'est pas satisfaisant, c'est qu'évidemment, si c'est tout ce que tu peux fournir à un graphiste pour réaliser un support imprimé, il se peut qu'il tire un peu la tronche. Par exemple, moi, il m'est arrivé d'avoir à réaliser des kakémonos pour l'événement d'un client. Donc en fait, ce sont des grands panneaux qu'on va mettre dans des salons ou à l'entrée des stands ou même de boutiques, par exemple. Et là, en plus, chaque kakémono devait mettre en avant le logo de logiciel qui était présenté lors de cet événement. Donc, ils devaient tous être imprimés en grand. Mais le problème, c'est que le client n'arrivait pas à remettre la main sur les valises de ses logos et il n'a pu me les fournir qu'en JPEG et en plus en petite taille. Du coup, j'ai dû vectoriser manuellement chaque logo, c'est-à-dire que j'ai dû les recréer dans mon logiciel de création pour pouvoir les intégrer comme je le souhaitais sur le support et surtout être sûr de leur bonne lisibilité une fois imprimés en grand. Ça m'a fait perdre du temps, ça a ajouté un volume de travail supplémentaire qui n'était pas prévu au départ et que j'ai dû facturer au client. Donc assure-toi qu'on te livre ton logo au format vectoriel et surtout, sauvegarde ce dossier avec précaution. Les vecteurs d'ailleurs, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des tracés, des points qui sont liés entre eux par des formules mathématiques. C'est pour ça qu'on peut les agrandir à l'infini sans perdre en qualité, parce que chaque tracé a une place bien précise, bien définie, qui ne va pas bouger si on l'agrandit ou on le rétrécit. Pour ça, le graphiste il te fournit généralement un PDF vectoriel qui peut être ouvert dans un logiciel d'édition, mais aussi en lecture PDF, ce qui est pratique pour toi qui n'as sûrement pas ces logiciels. Et c'est cette version qu'il faut fournir quand tu travailles avec un graphiste ou un imprimeur, si tu veux être sûr qu'il puisse intégrer ton logo au mieux dans la création que tu souhaites réaliser. En plus de ça, moi je fournis généralement un autre format matriciel qui est le format SVG. Ce format il peut t'intéresser si tu vas créer un site internet, parce qu'il permet, comme il est vectoriel, d'agrandir ou rétrécir ton logo ou des icônes sans perdre en qualité. Donc pour un site responsive, c'est le top, parce que tu n'as pas à redimensionner tes images JPEG en fonction des différents écrans ou de les compresser avant de les intégrer sur ton site. Et en plus de ça, il est très léger, donc ça va permettre à tes pages de mettre moins de temps à se charger et de stocker aussi moins de données inutiles. Ce qui est intéressant dans une démarche de limiter l'impact de tes supports et outils de communication. Tu as donc maintenant tes déclinaisons logo exportées en format d'image adaptée, mais il reste une toute petite chose qui a son importance, les modes colorimétriques. Avoue que si on en avait fini là, ça aurait été trop simple. Est-ce que tu as déjà entendu ou lu les acronymes RVB et CMJN ? Ils ne sont pas là pour le plaisir de te noyer sous du jargon de graphiste, mais ils ont bien leur importance et tu dois savoir à quoi ils servent. Il s'agit en fait de modes colorimétriques. Le premier, RVB, est adapté pour le numérique
et le second CMJN pour l'impression. Pourquoi est-ce qu'on se complique la tâche comme ça ? C'est parce qu'en fait, les couleurs que tu vois sur un écran, elles sont formées grâce à la luminosité qu'il renvoie. On va parler de mélange par addition, parce qu'on part d'un écran noir et qu'on va, en ajoutant de la lumière, venir faire apparaître les couleurs. Donc le code RVB, qui signifie en fait rouge, vert, bleu, les couleurs primaires, indique la luminosité qui est donnée pour chacune de ces couleurs, qui, une fois qu'elles sont mélangées ensemble, forment une teinte précise. C'est pour ça qu'en fonction de l'appareil que tu utilises, ou même du calibrage de ton écran, les couleurs peuvent apparaître légèrement différentes. C'est le cas aussi, par exemple, si tu as installé une application sur ton PC ou sur ton mobile pour adapter la luminosité de ton écran à l'heure de la journée. Ça peut altérer le rendu d'une couleur à l'œil. Le problème, c'est qu'un écran numérique, il peut reproduire beaucoup plus de teintes qu'une imprimante, sans compter que cette luminosité qu'on obtient avec l'écran, elle n'est pas forcément retranscriptible de la même façon sur papier ou sur un autre matériau d'impression. C'est pour ça qu'une teinte, elle peut apparaître très vive sur un écran, mais légèrement plus terne sur papier. D'ailleurs, de la même façon, quand on travaille un logo, en général, on travaille en CMJN. Parce que comme ça, on a moins de mauvaises surprises si on commence à choisir et travailler avec des teintes qui en fait ne sont pas imprimables. Bon, c'est pas le cas si finalement tu vas créer une identité qui sera 100% digitale, bien sûr, mais c'est une précaution à prendre quand tu travailles une identité qui, justement, doit être polyvalente. Et pour limiter cette différence, justement, on va convertir une teinte RVB dans un espace colorimétrique que l'imprimante peut prendre en charge. C'est ce qu'on appelle la quadrichromie, parce que CMJN, c'est tout simplement cyan, magenta, jaune et noir. Et dans ce cas-là, on va parler de mélange par soustraction, parce qu'on part d'un blanc, donc le blanc en général du papier, du support, puis chaque couche d'encre vient réduire le blanc pour créer la teinte choisie. Dans ta valise logo, tu trouveras donc tes fichiers au format RVB pour une utilisation web et CMJN quand il s'agira de l'intégrer à un support imprimé. Ces codes, ils te seront livrés aussi dans ta charte pour les couleurs principales et les couleurs secondaires qui accompagnent ton identité visuelle afin que tu puisses les retrouver facilement et que tu puisses justement les réintégrer, par exemple sur PowerPoint ou sur Canva, pour la création de supports et être sûr d'avoir exactement les mêmes couleurs que pour ton logo. Tu vois, finalement, c'est pas si compliqué, mais mis bout à bout, ça forme un dossier final de livraison qui est quand même assez conséquent. Petit mémo pour bien se rappeler ce que tu dois trouver dans ta valise logo. Ton logo principal et ses déclinaisons de couleurs et ou de formes, ses versions monochromes, des formats matriciels comme le JPEG ou le PNG, et au moins un format vectoriel comme le PDF. Sachant que ton logo doit aussi être livré selon les deux modes colorimétriques, RVB et CMJN, pour pouvoir l'utiliser aussi bien sur le web que sur le papier. Si c'est important de savoir à quoi t'attendre, c'est bien entendu pour te permettre de faire un choix en toute conscience quand tu chercheras un prestataire graphique. Parce que malheureusement, moi, il m'est déjà arrivé d'avoir à expliquer à des clients que leur logo, en l'état, était difficilement exploitable pour la prestation qu'ils me demandaient de réaliser. Et évidemment, c'est un peu la douche froide pour eux. Ils se rendent compte que soit il leur manque effectivement des déclinaisons indispensables, ou bien que les formats livrés sont trop restrictifs, trop limités pour une utilisation optimale de leur logo. Bien souvent, je vais pas te le cacher, ça arrive quand ils ont créé leur logo seul via un site en ligne ou qu'ils sont passés par des plateformes très bon marché. Et c'est pas de leur faute, parce que évidemment, quand on ne sait pas forcément sur quoi porter notre attention, on va faire des erreurs ou en tout cas peut-être négliger des détails qui finalement sont plus importants qu'on ne le pense. C'est pour ça qu'avec cet épisode, j'espère que tu comprends mieux ce qu'implique la création d'un logo et ce que tu dois aussi attendre d'un professionnel. Maintenant que tu as ces informations-là, peut-être que le moment venu, tu pourras plus facilement comparer les solutions qui s'offrent à toi pour faire le choix le plus pertinent, ou en tout cas, le faire en connaissance de cause et t'éviter de mauvaises surprises. Retrouve un nouvel épisode de Ciel, mon graphiste, un jeudi sur 2 sur ta plateforme d'écoute préférée et sur YouTube. Si cet épisode t'a plu, partage le podcast, abonne-toi ou mets-lui des étoiles, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Merci, à bientôt.